Nous vous proposons un tutorat axé sur le MFM. Donc, nous allons répondre à vos questions. Nous sommes deux, hein, Madame Passy et moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières, des points précis qui restent obscurs pour vous? Donc, l'idée, c'est de répondre à vos questions et puis d'échanger aussi, hein. On va essayer bon, en Zoom, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire un système interactif que tout le monde s'exprime. On peut utiliser le chat aussi, hein. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou alors, pas du tout de questions. Donc, l'objectif, c'était un tutorat. Donc du coup, tutorat veut bien dire que c'est nous qui répondons à vos questions. C'était pas l'objet de vous faire un coup ou de reprendre des points précis, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui porte question pour vous. Donc c'était plutôt ça, que ça soit en Zoom ou ce que vous avez peut-être vécu dans les salles ici à l'école. Mais c'était ça le principe en tout cas. Moi, j'aurais une petite question par rapport à quand on fait les rotateurs médiaux en EMFM donc de la veine humérale. Est-ce que pour tester fonctionnellement, on teste en rotation, et est-ce que sinon on peut faire analytiquement juste, par exemple, l'extension pour les grands dorsales et le grand rond, et juste l'adduction horizontale pour le grand pectoral, ou est-ce qu'on est obligé de faire à chaque fois les deux? Alors, je pense avoir compris la question. En fait, la question, c'est si vous avez les rotateurs médiaux à tester, comment vous testez les muscles, en fait? Est-ce que vous êtes en tant qu'extenseur, en tant qu'adducteur horizontal? C'est ça votre question? C'est ça. En fait, c'est par rapport à la pathologie, en fonction de la pathologie que vous avez à traiter. Hein, si c'est par exemple, vous voulez par exemple cibler le grand dorsal parce que, alors c'est quel nerf le grand dorsal qu'on va réviser en même temps? Nerf thoraco-dorsal. Voilà, c'est ça. Imaginons que celui-là est atteint, donc le muscle est paralysé. Donc, conséquence, quelles sont les fonctions qui vont être limitées? Bah, pour moi, il y a l'inclinaison homolatérale du tronc, l'extension et la rotation médiale. Oui, donc surtout l'extension et la rotation médiale. Donc, vous avez deux tests à votre disposition. D'accord? Si maintenant vous avez le grand pectoral qui est paralysé, alors c'est quelle innervation le grand pectoral? Est-ce que vous pouvez laisser vos caméras branchées, s'il vous plaît? Qu'on puisse voir vos visages. C'est le nerf pectoral latéral. Ouais, nerf pectoral latéral. Donc si celui-là est atteint, le grand pectoral donc est paralysé. Donc si vous voulez cibler le grand pectoral, qu'est-ce que vous allez utiliser comme test? L'adduction horizontale. Voilà, c'est ça. Vous avez un test spécifique pour le grand pectoral. Mais c'est sûr que si le grand pectoral est paralysé, les rotateurs médiaux la rotation médiale sera aussi affaiblie. D'accord? Donc, comme test, vous avez le grand pectoral, donc dans l'adduction horizontale. Et si après vous testez la fonction de rotation médiale du patient, elle va être diminuée, la force musculaire sera diminuée. Et là, dans les compensations, eh bien, vous allez avoir des prédominances, par exemple, peut-être des muscles qui, eux, sont sains. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez la boîte à outils, vous avez plusieurs tests à votre disposition, et en fonction de la pathologie du patient et des éléments que vous recherchez, vous allez appliquer tel ou tel test. Et souvent, vous allez croiser aussi les tests. D'accord? Parce que peut-être qu'au départ, vous ne savez pas quel muscle est réellement paralysé. Hein, imaginons par exemple, on prend un problème à l'envers, le patient a une faiblesse de ses rotateurs médiaux. Globalement, la fonction de rotation médiale est affaiblie. Et donc, c'est un patient qui a une polyradiculonévrite, par exemple, un Guillain-Barré. Okay, donc là, vous dites, wow, globalement, les rotateurs médiaux sont diminués. Mais quel est le muscle qui va être surtout diminué? Quel est le muscle le plus touché? Et donc, le nerf le plus touché. Et c'est là que vous allez décortiquer les différents tests et que vous allez utiliser, par exemple, le test du grand pectoral, etc. Et donc, vous allez croiser ces différents tests et en fonction des résultats, vous dites, ah oui, c'est plutôt tel nerf qui est atteint, etc.
Donc, il faut jongler en fait avec tous les tests que vous avez à votre disposition. Et là, donc, on est en neurologie périphérique. Hein. En traumatologie, vous avez une approche beaucoup plus fonctionnelle. Hein, donc, vous avez testé les rotateurs médiaux, les rotateurs latéraux. Vous n'allez pas vous amuser à décortiquer muscle par muscle pour la traumatologie. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Baptiste. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres... On avait demandé à ce que vous laissiez vos vidéos allumées, parce que on a un certain nombre d'entre vous qu'on ne voit pas. Madame, moi j'ai une question. Oui, alors qui parle? Valentine, je crois. Valentine, ok. Pour l'adduction horizontale de l'épaule, en fait, on l'a pas vu en cours encore. Enfin, je sais pas si on le verra en cours ou pas. Mais dans le Daniel, c'est écrit que en fait, que ce soit pour toutes les cotations, c'est écrit sur le dos. Et donc, du coup, bah, il n'est pas contre-pesanteur, en fait. Alors, ça dépend de quelle est la position de départ sur le dos. Bah, du coup, juste, c'est écrit sur le dos. Donc, c'est même pas écrit... Parce que j'ai le Daniel sous les yeux, là, et valeur 0,12 sur le dos, l'épaule à 90 degrés d'abduction et le coude fléchi à 90 de flexion. Et c'est écrit pareil pour valeur 4 et, 3, 4, 4 et 5. Alors, est-ce qu'il peut répondre? Oui, pour ceux qui l'ont déjà vu. La différence, c'est qu'en cotation 3, le kiné ne soutient pas le poids du membre du patient, alors qu'en cotation 0, 1, 2, on le maintient pour enlever le poids du membre. Alors, là, je réponds parce que je pense que... Oui, je ne sais pas qui a répondu. Amina. Amina. Alors, Amina, vous dites que pour la cotation 0, 1, 2, on soutient le bras. Oui. Oui, alors, est-ce que c'est tout à fait juste, ça? Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est le groupe B, on l'avait vu ensemble, on en avait discuté, donc vous voyez, c'est important qu'on fasse le point là-dessus. Ne confondez pas les tests pour les muscles qui fixent la scapula et les tests pour la scapulo-humérale. N'oubliez pas, on est toujours dans de l'actif libre. C'est de l'évaluation, c'est de l'actif libre. Donc là, pour le grand pectoral, on mobilise la scapulo-humérale. Donc en aucun cas, vous devez tenir l'humérus, sinon c'est de l'actif aidé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, oui. D'accord. Donc en fait, si on revient au grand pectoral, donc, il est évalué en tant qu'adducteur horizontal. Okay, donc c'est ce mouvement, je crois on va trouver, voilà, c'est ce mouvement-là. D'accord? Donc la position de départ, si on veut être contre-pesanteur pour reprendre ce que Valentine demande, le patient est en décubitus en fait, et il est en abduction à 90 degrés. Et donc l'humérus repose sur la table. Et on demande au patient en fait de réaliser l'adduction horizontale. Donc on a un mouvement qui est contre-pesanteur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis couché sur la table, d'accord, et je suis à 90 degrés d'abduction. Et je demande ce mouvement d'abduction horizontale. D'accord? Donc je suis contre-pesanteur. Et moi, le kiné, je reste en parade. Ok, c'est-à-dire que je ne tiens pas l'humérus, mais je reste en parade pour éventuellement récupérer le membre supérieur si le patient lâche. Et si on est sans pesanteur, ben la position, ça va être la position assise sur une table avec le bras qui repose sur la table, et là on fait une adduction horizontale sans l'action de la pesanteur. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, il n'y a pas les actions de frottement sur la table qui peuvent... Alors, les actions de frottement, ben, rappelez-vous, ça c'est pour tous les muscles, comme pour le membre inférieur. Quand il y a des forces de frottement, et ben, à ce moment-là, on glisse, nous, notre main sous le bras, et en fait, du coup, c'est nous qui faisons un petit peu tapis roulant. Mais c'est le patient qui activement réalise le mouvement. Il faut bien, voilà, ça c'est important. Le MFM, c'est du bilan, c'est de l'évaluation. Donc, le mouvement est purement actif. Nous, on est là uniquement, soit en parade, au cas où le patient lâche, soit on est là pour réduire les forces de frottement. D'accord? Et quand c'est comme ça, il faut être concentré parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'actif aider au patient à réaliser le mouvement tout seul. Et nous, nous sommes là pour réduire les forces de frottement. D'accord?
Est-ce que ça va, ça? Donc, ne confondez pas, voilà, essayez de pas tout confondre. C'est normal, là, au début, c'est un petit peu confus, mais essayez de bien séparer ces différents éléments. Alors, là où je rejoins Valentine, c'est qu'effectivement, On vous entend pas, Madame Passy. alors, là où je rejoins la question de Valentine, c'est qu'effectivement, dans la dernière version du Daniels, quelle que soit la position de 0, 1, 2 ou 3, 4, 5, le patient, c'est ce que vous indiquez, Valentine, hein, le patient est en décubitus et il effectue son mouvement d'abduction horizontale. C'est ça que vous avez précisé, Valentine. Oui, c'est ça. Après, ils mettent haute position, mais je comprends pas pourquoi ils proposent la position en fait en décubitus pour 0, 1, 2 en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Alors, en fait, si vous regardez donc le Daniel, si vous regardez entre la 8e, 9e et 10e édition, il y a une évolution des différents tests. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour le membre supérieur, comme pour les muscles de la cheville, vous avez le patient, on laisse le patient en fait contre la pesanteur. D'accord? Même pour des tests en cotation 2, et on accepte d'accorder la cotation 2 s'il y a une partie de l'amplitude seulement qui est effectuée. Hein, alors pourquoi ces évolutions-là elles se font notamment par rapport à l'EMG, hein, d'accord? Et donc ça simplifie les tests en pratique parce que ça évite de changer 15 000 fois le patient de position. Hein, et en fait, à l'EMG, ils se sont rendus compte que, par exemple, je reprends le cas de la cheville, mais on a le même raisonnement pour l'épaule, que le patient soit vraiment contre pesanteur ou sans pesanteur, contre pesanteur une partie de l'amplitude ou sans pesanteur toute l'amplitude, au fait, ça revient au même. Donc, le test est du coup simplifié. D'accord? Donc, vous, dans vos têtes, dans les définitions, conservez toujours cotation 2, c'est un mouvement dans toute l'amplitude sans l'action de la pesanteur. Et cotation 3, c'est mouvement dans toute l'amplitude contre l'action de la pesanteur. Il faut accepter que pour certains tests, on peut accorder la cotation 2 quand le mouvement est réalisé dans une partie de l'amplitude contre pesanteur. Et après, ce qui compte, en fait, c'est la reproductibilité, parce que la cotation un petit peu du kiné, on bricole dans notre coin, hein, on évalue comme ça, coup ça. Le problème, ça ne va pas ça. Hein. Il faut que les tests soient fiables, reproductibles, qu'on puisse tracer et que le kiné qui récupère le patient ou le médecin prescripteur sache dans quelles conditions a été effectué le test. D'accord ? Donc, vous conservez quand même ces histoires de contre-pesanteur sans pesanteur, mais vous acceptez que pour certains muscles, quand le segment de membre est relativement léger, par exemple, hein, comme le pied ou le membre supérieur versus tout un membre inférieur, c'est plus léger, donc on peut accepter qu'on ait une partie d'amplitude contre la pesanteur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Valentine. Et donc, par rapport aux positions, alors le grand pectoral ou d'autres, si on reprend les rotation de scapulo-huméral, la question de Baptiste. Si vous regardez par exemple les rotateurs médiaux ou latéraux d'épaule, hein, avant, dans les éditions précédentes, tous les tests se réalisaient en procubitus, et là maintenant dans la dernière édition, ils décrivent aussi la position assise. Et là, en l'occurrence, c'est complètement différent, puisque assis, on est en R1 et en procubitus, on est plutôt en R2. Donc là, on modifie complètement la position de départ. Mais l'idée, c'est quoi? C'est en pratique, eh bien, on fait comme on peut avec les patients qu'on a. Hein, souvent, la R2, elle n'est pas compatible avec des patients qui ont des limitations articulaires ou des épaules douloureuses. Donc, en R1, on est plus confortable. Donc, voilà, il faut savoir qu'il y a différentes possibilités et qu'il faut tracer, mais toujours quand même se référer au livre. Alors là, on a Daniels et Wortingham comme référence. Hein, et par exemple, je prends Lacotte Chevalier qui aussi édite régulièrement des manuels. Et en fait, ce qui change entre Daniels Wortingham et Lacotte Chevalier, par exemple, ça va être les positions de départ. Mais dans je prends ces deux exemples parce que c'est les deux qui ont publié récemment des manuels. Mais en fait, ces deux auteurs, ce sont plusieurs auteurs, conservent l'évaluation de 0 à 5. D'accord? C'est-à-dire que cette évaluation de 0 à 5 qui tient compte de la pesanteur, elle est utilisée et chez Daniels et Wortingham et chez Lacotte Chevalier. Mais ce qui va changer, ce sont les positions de départ. Donc toujours l'idée, c'est la boîte à outils,
hein, vous avez différents tests. Vous utilisez les tests les plus appropriés à votre patient et vous tracez sur votre fiche bilan en précisant soit l'auteur de référence, soit la position que vous avez utilisée pour le patient. Un petit peu comme pour la goniométrie, pour tout, hein. Dès qu'on est sur du bilan, il faut toujours bien être au clair dans les positions de départ. Oui, alors je coupe mon micro. Alors, je voulais ajouter aussi autre chose en référence à ce que vous disiez, Madame Muller, tout à l'heure. Si c'est une pathologie avec une atteinte périphérique, ce qui peut être intéressant, en conservant la position du décubitus, même si on a une hypothèse d'un muscle faible, c'est que cette position de décubitus vous permet de différencier l'action des deux chefs. Enfin, en tout cas, soit le chef claviculaire, hein, qui va plutôt avoir, ou qui ne va pas, là, quand vous avez une adduction horizontale, vous avez l'ensemble du grand pectoral qui fonctionne. Par contre, la position en abduction, soit à 60 degrés en position de départ, soit à 120 degrés en position de départ, vous permet de différencier l'action des chefs du grand pectoral. Et ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en décubitus. Par contre, quand vous êtes sur le plan de la table, hein, en imaginant que vous êtes sans pesanteur, eh bien, c'est plus compliqué puisque, par exemple, cette position en fermeture où vous avez 60 degrés d'abduction, eh bien, vous ne pourrez pas procéder de la même manière. Donc, ça vous permet d'avoir peut-être une visualisation plus facile dans la prédominance d'un des deux chefs sur l'autre. Voilà ce que je voulais ajouter. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Valentine? Et merci beaucoup. Et Amina aussi, est-ce que c'est plus clair? Oui, moi, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport aux rotateurs médiaux et latéraux, du coup, c'est pas gênant de faire les cotations 0, 1 et 2 en R1 et les 3, 4, 5 en R2? Alors, pour répondre à votre question, pareil, ça va dépendre du patient. Hein. C'est pareil, on adapte au patient et surtout, quand vous faites un bilan, vous recherchez des informations. Ce n'est pas un questionnaire que vous remplissez. Hein, vous dites, voilà, ce patient n'arrive pas à faire tel geste, pourquoi? Hein, et c'est là que l'intérêt de la démarche bilan, raisonnement clinique, on peut appeler ça comme on veut. Hein, voilà, c'est ça, c'est cette réflexion. Vous dites, voilà, le patient n'arrive pas, lui, il dit, je n'arrive pas à faire tel geste. Et vous allez décortiquer tout ça pour savoir où sont ses déficiences. D'accord? Voilà. Alors ensuite, pour revenir à la cotation 0,1. Donc cette cotation, voilà, on va un petit peu, je vais peut-être vous réexpliquer ça. En fait, une cotation 0,1, on ne sait pas si le muscle est réénervé ou pas. S'il est à 0, il n'est pas réénervé. S'il est à 1, il est réénervé. Et donc, quand on est dans cette recherche de cette cotation, de cette réénervation, en fait, on utilise, il n'y a pas de position prédéfinie, on utilise n'importe quelle position. Hein, on essaie de déclencher une contraction. Donc, on peut utiliser le travail excentrique, on peut mettre le patient en contre-pesanteur, la tête en bas, enfin bon, j'exagère, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut le mettre dans n'importe quelle position. On est là, on palpe. Hein, c'est pour ça qu'on travaille en anatomie palpatoire, pour que vous sachiez où mettre vos doigts. Donc, vous placez vos doigts sur le muscle à plusieurs endroits. Vous allez faire circuler vos doigts sur le corps musculaire quand il est bien palpable, sur le tendon pour palper la tension tendineuse, et vous recherchez une position de facilitation, donc excentrique, contre-pesanteur, tout ce qu'on veut, pour déclencher une contraction. Et une fois que vous avez senti, alors ça va être un tout petit machin, hein, il n'y aura pas une grosse contraction, hein, ça peut être une toute petite contraction, une tension tendineuse, vous dites, ah, là le muscle est peut-être réénervé. Donc il est peut-être effectivement à 1. Et pour être sûr qu'il est vraiment à 1, comment vous faites? Peut-être qu'il est à 1 plus. Il y a Pierrick, je ne sais pas à qui il cause. Je l'ai en face de moi, là. J'ai la vignette qui est juste en face. Alors, une fois que voilà, le muscle est... vous dites, ah, il est au moins à 1. Alors, pour savoir s'il est effectivement à 1 plus ou 2, comment vous faites? Est-ce que vous laissez le patient contre-pesanteur, par exemple? Il faut le mettre dans la position sans pesanteur et lui demander de faire le mouvement? Exactement. Donc, une fois que vous avez senti cette contraction, vous dites il est au moins à 1, vous le placez sans pesanteur, vous réalisez de nouveau le test, et en fonction de la réponse du patient, soit effectivement il n'y a rien qui bouge, mais vous sentez une petite contraction, ah,
donc il est effectivement à 1, ou alors il y a une amorce de mouvement, il est à 1 plus. Et c'est là qu'il faut faire attention aussi, hein, c'est-à-dire que plus le muscle est faible, plus il va compenser. Donc le catalogue de compensation que vous êtes interdit, vous avez interdit d'apprendre ça par cœur, hein, d'accord. Toutes les compensations, il faut les comprendre et se dire que plus le muscle est faible, plus il y aura des compensations. Mais là-dessus, du coup, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que par rapport à... Parle là. Ouais. Si Ouais. je prends l'exemple du grand dorsal, où on vient évaluer l'extension du bras avec la personne qui est en procubitus sur la table. Si il a son grand dorsal qui est coté à 1 plus, comment on fait la différence si c'est bien son grand dorsal qui lui a permis de réaliser son extension de son membre supérieur, ou si c'est les fibres postérieures du deltoïde postérieur? Eh ben, c'est ça que. Alors, comment vous avez la réponse à ça? Eh bien, c'est toujours pareil. Dans un bilan, vous croisez les différents éléments. Là, on décortique comme ça, muscle par muscle. Mais en pratique, vous allez croiser les différents éléments. C'est-à-dire, vous allez. Quelle est sa pathologie à ce patient-là? Hein, est-ce que c'est un Guillain-Barré, une atteinte du nerf axillaire, une compression au niveau du foramen intervertébral en C7? Donc, vous vous référez à sa pathologie initiale, d'accord? Et après, vous allez croiser les différents tests. Par exemple, le deltoïde postérieur, vous avez l'abduction horizontale qui va vraiment cibler le deltoïde postérieur. Et des fois, dans certains cas, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Il faut accepter de dire, je suppose que c'est ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le grand dorsal. D'accord? Hein, des fois, on est sûr et des fois, on émet des hypothèses et qui vont après être confirmées. Alors, ça peut être confirmé par l'EMG ou par d'autres examens. Et des fois, on est quasiment sûr. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en plus, il ne faut pas oublier que c'est dans un contexte particulier. Si c'est un problème neurologique, vous allez avoir une amyotrophie peut-être assez étendue, assez globale, et c'est là où ça va être peut-être un peu plus compliqué pour vous de percevoir quel est le muscle exactement qui se contracte, ou percevoir le durcissement tendineux, par exemple. C'est là où il faut croiser, et il faut recommencer. Ça dépend parfois, quand c'est des muscles très faibles, quand c'est en début de matinée que le patient a dormi, qui s'est peu servi de son membre supérieur, par exemple, vous allez obtenir trois myofibrils qui se contractent. Si le patient a déjà une séance de kiné et que vous aviez l'idée de procéder au bilan en fin d'après-midi, eh bien peut-être que votre collègue qui avait fait le même bilan le matin même, vous n'allez pas avoir les mêmes conclusions, puisque c'est là où en EMFM, on insiste sur la fatigue du patient, notamment pour les petites cotations musculaires. Et bien là, typiquement, l'utilisation qui aura été faite dans la journée en rééducation, voire dans les activités de la vie quotidienne, va peut-être générer une contraction qui ne va peut-être plus exister, ou en tout cas avec une force moins importante que le matin. Et c'est là où vous allez croiser ces données. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Charlie? Oui, très bien. Et par rapport aux positions, j'avais une autre question concernant le trapèze inférieur. Dans le Daniel, il parle d'une position du doigt, du pouce, et je n'ai pas compris la justification. Si on pouvait me la expliquer. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire, le pouce au plafond. C'est ça, le pouce qui est dirigé vers le plafond. On a déjà discuté en TD. Alors, qui c'est qui peut répondre à ça? C'est par rapport à la rotation. Fermeture des écoles. Alors, attends, il y a Louis qui parle. Oui, allez-y, Louis. Non, ce que je disais, c'était pour exclure le grand dorsal, puisque le grand dorsal faisant de la rotation médiale, en mettant en rotation latérale, puisque le pouce au plafond, ça correspond à la rotation la rotation latérale d'épaule. C'est pour être sûr qu'on est bien focalisé sur, on va dire, le trapèze inférieur. Alors, déjà, vous n'imaginez pas que vous allez neutraliser le grand dorsal. Alors, par rapport, ça peut être une piste. C'était ça en fait que je comprenais pas. Je me voyais pas neutraliser un muscle aussi puissant juste en tournant le pouce. Le delta, il était quand même court quand même.
vous neutralisez pas le grand dorsal, mais si le grand dorsal intervient, hein, s'il a son relais là sur la pointe de la scapula, vous allez peut-être le voir, je dis bien peut-être, il faut toujours être prudent. Hein, et effectivement, s'il y a une rotation médiale de la scapulo-humérale, alors ne confondez pas, car j'ouvre une parenthèse, rotation latérale, rotation médiale et pronosupination. Hein, allez, on va faire l'exercice là, vous mettez votre bras, mettez votre épaule en élévation antérieure, vous maintenez bien votre bras, pas qu'il bouge, et vous faites de la pronosupination. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, le pouce va vers le bas, mais je fais de la pronation. D'accord? Ok? Hein, et maintenant, je lâche le bras et je continue à tourner. Là, je fais de la rotation médiale. Hein, donc, ne confondez pas, le patient fait de la pronation. Donc, effectivement, là, je fais de la pronation, mais c'est mes pronateurs qui interviennent. Hein, c'est pas du tout le grand dorsal. Je ne sais pas si vous voyez très bien sous la caméra, c'est pas évident à montrer. Et sinon, rotation médiale, là, je fais de la rotation médiale. Déjà, donc, hein, de la scapulo-humérale. Donc, déjà, faites bien la différence entre la pronosupination et la rotation. D'accord? Donc, le pouce qui va vers le bas, ça peut être uniquement de la pronation. Il faut bien vérifier que c'est bien de la rotation médiale. Et si c'est vraiment le grand dorsal et que le patient utilise son grand dorsal, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus de la rotation médiale, le pouce qui va vers le bas? Ben, il peut y avoir quoi? Si le grand dorsal il utilise toutes ses composantes de mouvement. L'extension? Ben non, l'extension. Avoir une inclinaison de une inclinaison homolatérale et une élévation homolatérale du bassin. Donc là, on peut se dire, waouh, là, effectivement, il y a de fortes chances sur le grand dorsal qui interviennent. Hein. Et puis, le fait aussi de se mettre le pouce, vous pouvez aussi vous mettre en rotation latérale de scapulo-humérale maximale. Hein. Et du coup, ça évite les mouvements de compensation dans la scapulo-humérale. Puisqu'on veut que la scapulo-thoracique. D'accord? Je ne sais pas, Charlie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'histoire de mettre en insuffisance fonctionnelle passive, non. Enfin, voilà, on est d'accord. Non. Oh non, ne partez pas dans des délires comme ça. Non. Après, ne complexifiez pas trop. Hein. Ne complexifiez pas trop. D'accord. C'est une manière aussi, parce que le problème de l'évaluation de la force musculaire de tous ces muscles qui fixent la scapula, c'est on est embêté avec la scapulo-humérale. Parce que pour un patient, enfin, c'est même pour nous, hein, c'est compliqué de mobiliser que la scapula. C'est compliqué, hein. De dire au patient, faites une adduction, abaissement de votre scapula, faites une adduction de la scapula, faites une élévation de la scapula. La scapulo-humérale, automatiquement, elle bouge aussi. Donc, il faut trouver aussi des positions qui limitent la mobilité de la scapulo-humérale. Mais des fois, on n'y arrive pas. Hein. Des fois, on n'a pas trop le choix. Parce que là si je reprends l'exemple du grand rond... Attendez, Charlie, je termine juste, excusez-moi, juste le trapèze moyen. Le trapèze moyen, par exemple, on est embêté avec le deltoïde postérieur, parce qu'en fait, quand on lève les coudes, quand on est en procubitus, ben, on fait à la fois une abduction horizontale et une adduction de la scapula. C'est compliqué de dissocier. Alors, des fois, dans les anciennes éditions, en fait, le patient était en chandelier. Ben, en chandelier, on est en rotation latérale, ben là, on peut plus trop bouger ses scapulo-humérales. Ok, le problème, c'est qu'on est de nouveau dans une position qui n'est pas toujours confortable pour le patient. Donc, des fois, en pratique, on peut jouer un peu sur ces positions-là, mais il faut toujours tracer. Dès qu'on modifie, il faut tracer. Alors, allez-y, Charlie. Concernant les positions, Madame Ferry nous avait parlé d'une autre position alternative pour évaluer le grand rond et par rapport qui était différente du Daniel. Mais du coup, laquelle on fait? Alors, on en avait discuté en télé déjà avec le groupe D de ces histoires-là. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué, en fait. Ça dépend des auteurs. C'est-à-dire que c'est Chevalier-Lacotte qui propose ces positions alternatives. Donc, c'est toujours la même histoire. Vous avez différentes possibilités, différents tests, et en pratique, vous utilisez celui qui est le plus approprié à votre patient et qui va vous aider à trouver les réponses à vos questions. Et après, ce qu'il faut, c'est dans votre
dans votre bilan, c'est tracer quelle position vous avez utilisée. Parce que là, je cite Daniel Sevortingam, donc qui est repris par Montgomery, etc. Il y a la Côte Chevalier, mais il y a aussi Valerius. Il y a plein d'auteurs, si vous voulez. Alors après, c'est vrai que on peut vous inonder de sources. Après, vous allez complètement vous noyer. Donc là, on a fait le choix de choisir Daniel Sevortingam. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu, le plus utilisé. Mais après, voilà, il y a d'autres références qui peuvent être utilisées. Après, voilà, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? C'est à vous, après, à choisir les tests les plus appropriés. Ok. Charlie, OK? Ouais. Oui, Valentine. J'ai regardé tout à l'heure dans le Daniels, encore une fois, pour la pronation et la supination. En fait, pour la pronation en cotation 3, 4, 5, il met en R1 et en supination, il met en supination 2, 3, 4, 5, c'est aussi en R1. Mais pourquoi ça l'est pas en pronation en cotation 2? Je sais pas si c'est très clair. En fait, en pronation, en R1, il y a que 3, 4, 5 et en supination, il y a 2, 3, 4, 5. Et je comprends pas pourquoi la 2, elle n'est pas en pronation en R1. Bon, là, faut que je regarde. Après, il y a des trucs, des fois. Alors, la pronosupination, il y a aussi un peu. C'est compliqué parce que la contre-pesanteur en pronosupination, c'est pas c'est difficile. Donc, la pronosupination, on peut aussi la faire en procubitus, par exemple, en R2. Donc, alors là, je regarderai. C'est dans la dernière édition, ça, il faudra que je regarde. Non, c'est la même. C'est bon? Ça me surprend, ça. C'est vrai C'est que quelle la édition? dernière édition du Daniels, c'est pas, enfin, du coup, il prend pas contre-pesanteur, il le met pas en procubitus. Et il met par exemple, Je sais pas qui parle. C'est Valérie? C'est Valérie. Ouais. Alors allez-y, reprenez. J'ai pas écouté du coup. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de pas prendre, enfin, de faire différemment que le Daniels pour la prono et la supination, du fait qu'il change pas contre et sans pesanteur. Dans la dernière version, moi je suis sur la dernière version du Daniels. Et du coup, on le fait faire justement en procubitus. Alors après, alors en fait, que dire à ça? J'ai tout la même réponse, c'est-à-dire que vous pensez à la reproductibilité, donc il faut toujours, quand on adapte, il n'y a pas de souci. En pratique, c'est ce qu'on fait tout le temps au final, mais il faut juste penser à la reproductibilité. Donc la pronosupination, c'est vrai que elle se fait coude au corps en position R1 et en position de cotation 2, en fait, le patient est coude sur la table avec la marionnette. Là, il indique dans la même position un coude au corps à 90. Ils inversent simplement le supérieur. Bon, Valentine, je vais creuser parce que là, j'avoue que je regarderai plus dans le détail la dernière édition. Mais sinon, voilà, c'est dans la position coude sur la table. D'accord, merci. Ouais. Alors, ce que je voulais ajouter aussi au propos de Madame Muller tout à l'heure sur les positions adoptées, elle vous a parlé des différents auteurs qui avaient travaillé sur l'évaluation de la force musculaire. Il faut bien comprendre aussi que moi je dissocie deux abords. C'est-à-dire que là, il y a typiquement l'abord très précis, où vous attendez des réponses précises, nous aussi, mais donc plutôt dans la compréhension, pour répondre à une commande qui est soit du CC, soit de l'examen. Et dans la vraie vie, en fait, c'est surtout un patient. Et le message, c'est quand même de savoir trouver une solution reproductible qui vous permette de vous adapter à la position du patient. Parce que vous aurez des patients avec des flexums, vous aurez des patients extrêmement douloureux au niveau d'une épaule, par exemple, avec des problèmes de supraépineux ou autres, et il y a des choses que vous ne pourrez pas adopter, en l'occurrence. Donc, du coup, c'est plutôt le fait que vous compreniez bien les positions théoriques qui sont indiquées, pour après comprendre comment il est possible de s'adapter à un patient, et est-ce que c'est la plus adaptée ou pas, mais le principe, c'est de savoir pesanteur, pas contre-pesanteur, et puis quelle est votre position de départ, et dans la traçabilité, c'est ça qui va être intéressant à noter en fait. Donc il y a deux aspects, il y a strictement ce qui est étude et ce qu'on vous demande d'ici, et ce que vous rencontrez en terrain de stage. Donc là, l'occasion, puisque là vous allez être à la fin du semestre 2 au mois de juin,
c'est là, puisque il y a quand même des concepts que vous avez appris sur lesquels vous avez appris à réfléchir et à visualiser. Ça sera probablement plus facile de mettre en œuvre tout ce que vous avez vu là sur des patients qui ont des déficiences. Alors, qu'elles soient d'origine neurologique périphérique ou plutôt plus globale et fonctionnelle en traumatologie, mais ça vous permettra d'appréhender un petit peu plus facilement tout ce que vous avez vu là, que ce soit au niveau du membre inférieur ou du membre supérieur. Alors, je vais juste que... Alors, du coup, je complète. Alors, je vois la question là de Pierrick, mais avant, juste pour la pronosupination, je reviens à la pronosupination là par rapport à la question de Valentine. Donc, en fait, là aussi, dans la 10e édition, ils ont simplifié le test, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait un petit peu comme pour la cheville. On laisse le patient dans la même position, et cotation 2, c'est une partie de l'amplitude, et 3, c'est toute l'amplitude. Et on laisse le patient dans la même position. Et dans la 9e édition, en fait, le patient était coude sur la table et l'avant-bras vertical. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, en fait, c'est que les tests évoluent, en fait, en fonction des progrès de l'EMG, mais si on regarde l'histoire, pas l'histoire des sciences, mais l'histoire de l'EMFM, on se rend compte, en fait, que les tests se simplifient. Par exemple, pour revenir à la remarque de Charlie sur le grand dorsal et le grand rond décrit par Lacotte et Chevalier, où quelque part, on se torture un petit peu l'esprit en mettant les patients dans des positions abracadabrantes, et au final, on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'évolution, les tests se sont simplifiés et sont quelque part plus réalistes par rapport à la pratique. Donc, pour revenir à la pronosupination, en fait, le test est simplifié, c'est-à-dire qu'on laisse le patient dans la même position, hein, et quand c'est toute l'amplitude, on est à 3, et une partie de l'amplitude, c'est 2. D'accord? Et si vous regardez ceux qui ont la 9e édition, en fait, l'évaluation se fait avant-bras vertical. Après, le procubitus, ça peut être une variante, voilà, mais il faut savoir que là, il faut tracer parce que c'est pas ce qui est décrit dans les derniers manuels. D'accord pour la pronosupination, Valentine? Merci. J'avais une question aussi par rapport à la pronosupination, justement. Parce que donc c'est coude au corps, mais en fait dans toute l'amplitude, qu'est-ce qu'on appelle amplitude? Parce que Monsieur Ferring nous a dit que, en gros, par exemple pour la pronation, là on était contre pesanteur, et là on était avec l'aide de la pesanteur. Donc que limite ça servait à rien d'aller jusqu'au bout parce que la pesanteur venait aider. Mais auquel cas peut y avoir aussi la compensation avec le brachioradial qui ramène dans la position neutre. Mais du coup qu'est-ce qu'on considère? En expliquant, vous trouvez la réponse toute seule. Donc, la réponse, c'est quoi? Faut veiller, je pense, faire dans... Ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Donc, vous avez la réponse, en fait, à votre question. Dans ce que vous dites. Vous apportez la réponse. Chloé. Oui, je suis en train de réfléchir. Parce que c'est tout à fait juste. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, en fait, en pratique. Donc, ça veut dire que toute l'amplitude, c'est-à-dire, est-ce qu'on part de la supination et on fait l'amplitude complète avec ce que vous avez, toutes les limites que vous avez édictées. Donc, c'est vrai que la logique voudrait qu'on parte de la supination et qu'on s'arrête à la position intermédiaire. D'accord? Voilà. En fait, c'est comme ça qu'on fait en neuropériphérique. La seule limite, c'est si on a de la traumatologie avec une amplitude limitée, peut-être que des fois, on a besoin d'aller dans toute l'amplitude. Donc, imaginons que le patient n'est pas capable, je vais plutôt prendre l'exemple, il est limité en pronosupination, par exemple. Et donc, il n'a pas ses 80 degrés de chaque côté. Et, je ne sais pas, il a une fatigue de dos de l'avant-bras avec une limitation de la pronosupination. On a des battements articulaires très faibles. Et dans ce cas-là, on fait dans le débattement articulaire du patient, et si on veut éviter d'être avec l'aide de la pesanteur, on peut mettre une légère résistance à ce moment-là. D'accord? Mais si c'est en neurologie périphérique avec aucun déficit articulaire, effectivement pertinent de partir, par exemple pour la pronation, on part de la supination complète et on s'arrête à la position intermédiaire. Et auquel cas, pour la cotation 2, on pourrait partir de la position intermédiaire et aller vers la pronation complète. Vous restez, en fait, vous ne savez pas à combien est le patient. Donc, il démarre coude au corps, ok? Il est comme ça, coude au corps. Et admettons, par exemple, qu'il amorce un tout petit peu. Alors, c'est là que les 1+, on oublie peut-être, vous voyez? Donc, il y a un débattement articulaire très faible. Les plus et les moins, on laisse de côté, quoi. On va peut-être pas abuser. D'accord? Donc, si par exemple, on part en supination et que le patient amorce un peu le mouvement, on est plutôt du 2. D'accord, ouais. La goniométrie, après, qui va vous dire...
vous allez faire une mesure goniométrique en actif. En fait, votre goniométrie en actif et en passif, quand on fait de la goniométrie active, vous faites du bilan musculaire. Et en pratique, souvent, on fait qu'une mesure. On fait une mesure, imaginons, on fait une mesure au goniomètre en actif, le bilan musculaire est fait en même temps. On ne dit pas, je vais faire la goniométrie en actif, je vais faire le bilan musculaire, certainement pas. Là, à l'école de kiné, vous faites ça parce que vous décortiquez tout, mais sur un vrai patient, on fait une goniométrie active, et si c'est la position de la MFM, le bilan musculaire est fait en même temps. D'accord. Ok. Et donc voilà, s'il n'y a que 10 degrés de supination, on peut se dire qu'il est à 2. D'accord, merci beaucoup. Et que les pronateurs sont à 2. Vous voyez, c'est très bien, votre raisonnement, c'est tout à fait pertinent. Donc, on trouve, c'est un peu comme la balance bénéfice-risque, ce qui est incontournable, c'est la reproductibilité et la traçabilité. Ça, c'est incontournable. D'accord? Voilà, ça, c'est impératif. Et après, en pratique, on a les auteurs, les référentiels d'auteurs, avec des manuels qui réactualisent les tests, qui modifient les positions, etc. Peut-être que dans 2 ans, ça sera encore autre chose. C'est heureusement que tout n'est pas figé. Donc, il faut se tenir au courant, s'informer des évolutions de ces différents tests, accepter d'abandonner certains tests, peut-être, qui sont peut-être un peu peut-être plus trop adaptés, mais ceci dit, pour l'histoire, c'est toujours important de les connaître. Voilà. Et en pratique, dès que vous êtes amené à modifier une position de départ parce que le patient est algique, etc., vous tracez sur votre feuille bilan. D'accord? Alors, il y a des questions dans le chat. Non, mais ils ont répondu en même temps. C'est pour ça que je n'ai pas écrit. Bon, ok. J'aimerais juste rebondir sur l'aspect évaluation de l'amplitude du patient. En ce qui concerne les muscles stabilisateurs de la scapula, on oublie aussi les plus et les moins à ce niveau-là, ou alors Oui, parce que et trapèze inférieur, vous avez bien la faible amplitude. J'ai envie de dire, la seule cotation, le seul plus qu'on peut éventuellement conserver, c'est le 1 plus. Ouais. Voilà, c'est le seul, parce qu'en fait, vous verrez en pratique, entre 1 et 2, c'est très long souvent. Donc en fait, dès qu'il y a une amorce de mouvement, on n'est plus à 1. Donc le 1 plus, voilà. Mais après, le 2 moins, alors ça on oublie, quoi. 2 moins, il y a trop peu d'amplitude. En fait, dès que vous avez des tests qui sont décrits contre pesanteur pour la cotation 2, où c'est une partie d'amplitude, là, les plus et les moins, franchement, on évite. Sauf le 1 plus. Ok. Ouais. Précisément l'amplitude, au niveau des mouvements de la scapula, de la scapulothérapie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si ça vous éclaire, si ça vous conforte dans ce que vous aviez compris. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Manon, on vous entend. Je voulais vous poser la question concernant le travail moyen. Tout à l'heure, vous parliez de la position en chandelier. Donc, dans le Daniels, on a la position abduction à 90 et flexion de coude à 90 avec le bras dans le vide. La position chandelier, apparemment, c'est l'alternative où on peut poser l'avant-bras, la même position, mais l'avant-bras est posé sur la table, c'est ça? Non, le chandelier, vous êtes en procubitus, en fait, en chandelier, et vous serrez les scapulas. Le problème, l'avantage du chandelier, c'est quoi? Et l'inconvénient, c'est quoi? Faites-le sur vous, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Vous le faites dans la position du Daniels, vous faites ça et vous faites ça. Vous sentez bien la différence. Oui, et justement, ma question, c'était qu'est-ce qui limite l'abduction horizontale dans la gléno-humérale avec cette position du chandelier? Est-ce que c'est le deltoïde postérieur qui est mis en insuffisance de toute façon ou est-ce que c'est capsulo? Essayez sur vous. Vous êtes dans quelle position, là? Vous êtes en quelle position? Chandelier. Oui, non, mais d'accord. Mais concrètement, vous êtes en rotation latérale. Rotation latérale. Les éléments capsulo-ligamentaires. D'accord. Et donc, c'est pas très confortable. Souvent, les patients ne sont pas très bien dans cette position-là. Parce que vous mettez vraiment en tension les éléments capsulo-ligamentaires. Donc, ça n'a rien à voir avec le deltoïde postérieur. Cette position-là, c'est pas pour le deltoïde postérieur, c'est parce que c'est le capsulo-ligamentaire. La priorité, c'est surtout, vous êtes en rotation, vous êtes en mise en tension maximale. D'accord. Des ligaments.
Ok, très bien. Merci. Ouais. Et si j'avais une autre question, du coup, on peut opter pour cette position en chandelier. De cette façon, on va limiter la... Je vous interromps, Manon. L'histoire du chandelier, excusez-moi, elle est abandonnée, cette position. D'accord? C'est juste pour vous expliquer que les positions, il y a différentes positions qui sont décrites. Et maintenant, le chandelier, dans les anciennes éditions, on la retrouve. Mais là, maintenant, dans les nouveaux tests, donc, j'ai envie de dire, comment dire, vous ne voyez pas, enfin, oubliez, j'ai pas trop envie de dire ça, mais vous les mettez entre parenthèses. D'accord, ok. D'accord? Vous retenez plutôt la position qui est décrite dans le dernier bouquin. Et du coup, la consigne, on va demander au patient pour éviter qu'il fasse une abduction horizontale avec son deltoïde poste, on demande de serrer sa scapula. Voilà, et c'est ce qui explique qu'en pratique, c'est très compliqué. Vous avez dû voir entre vous, hein, certains sont très habiles pour mobiliser la scapula, pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, quand c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on place le muscle dans sa course interne, d'accord? Et on demande au patient de tenir. D'accord? Et si le patient tient en supportant le poids de son membre, il est à 3. Et s'il tient et que le kiné déleste le patient du poids de son membre, il est à 2. Des fois, en pratique, on utilise ces stratégies-là parce que... Ouais. Alors, merci. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ça fait partie aussi de cet apprentissage pour le patient. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui se passe au niveau dorsal pour le patient et qu'il faut être sûr qu'il a bien intégré le mouvement que vous lui demandez. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité effectivement de le mettre en course interne, mais il faut déjà bien, si vous lui faites faire tout seul et qu'effectivement vous avez déjà de l'abduction horizontale, avec un déplacement minimum en abduction des scapulas, bien peut-être qu'en lui montrant le mouvement et lui expliquant, vous arriverez à un résultat plus concluant. Sachant que si c'est un muscle faible, c'est toujours pareil. Vous ne pourrez pas lui demander 25 répétitions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous louper. C'est un peu ce que j'expliquais avec le problème de la fatigue, mais sur un muscle même faible, même dans les bonnes conditions, il faut être sûr de la position de départ parce que vous ne pourrez pas renouveler à l'identique la contraction 5 fois d'affilée. Hein? D'accord, merci. J'ouvre une parenthèse avec le terme d'insuffisance fonctionnelle active ou passive. Normalement, hein, si on reprend les définitions de base, c'est réservé aux muscles biarticulaires. Hein. C'est une petite parenthèse, juste. Ah oui, merci. C'était une petite parenthèse. Mais peut-être qu'on le mettait dans une position, je sais pas, de torsion des fibres ou quoi, qui faisait que du coup, il ne pouvait pas trop participer. Mais d'accord. Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère qu'on vous éclaire, qu'on ne vous embrouille pas. Oui, j'aurais une question, moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui parle. Kevin. Ah, Kevin. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas dans l'autre écran. Ce serait pour le dentelé antérieur. Je n'arrive pas à comprendre la position de 130 degrés de flexion au niveau de la gléno-humérale. Ah, ça y est, je vous vois. Kevin Barbe, c'est ça. Alors, allez. Tu te mets dans le sens des fibres. Allez, Charlie répond. Allez, attendez, juste Kevin, vous ne comprenez pas la position. Pourquoi 130 degrés? Oui. Alors, allez-y. Charlie répond. En fait, tu regardes comment il s'approche aux côtes et où est-ce qu'il s'approche sur la scape. Et donc, tu te mets en fait dans la poursuite de du sens de ces fibres-là. Et il va tirer dans son moment de force, en fait. La moyenne entre les fibres sup, fibres moyennes et fibres 1. En fait, ouais. La réponse est correcte. En fait, le dentier antérieur, il est synergique antagoniste du trapèze inférieur. Hein, il y en a un qui va tracter la scapule en abduction et l'autre en abaissement. Donc, c'est pour ça qu'on le met plutôt à 130 degrés de flexion. Mais il faut savoir que dans les tests antérieurs, par exemple, le dentier antérieur était testé à 80 degrés de flexion. Vous voyez, ça a évolué aussi. Maintenant, on est passé à 130. Donc, la réponse de Charlie me va. C'est vrai que pendant longtemps, on l'a testé. Oui, on le testait, voilà. On le testait comme ça, en flexion à 90 degrés.
Alors pareil, un patient qui est limité en amplitude, à 130 degrés, il n'y arrivera pas. Donc vous allez tester à 90 degrés de flexion. Et 90 degrés de flexion, en soi, c'est pas faux de le faire comme ça. Mais les derniers tests, ça se fait à 130 degrés de flexion. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ça? J'ai pas compris, excusez-moi, entre la réponse de Charlie, est-ce que vous avez dit en quoi de le mettre dans le sens des fibres, ça a un rapport avec la synergie antagoniste du trapèze inférieur? Et en fait, là, j'extrapole un petit peu. En fait, quand dans les techniques là, je sors un petit peu du contexte de l'EMFM. En fait, quand vous travaillez en chaîne fermée, donc avec la main fixe, le dentelé antérieur et le trapèze inférieur, en fait, contribuent à aligner en fait humérus épine de la scapula, d'accord. Et donc le dentelé antérieur va emmener plutôt la scapula en abduction et le trapèze inférieur en adduction, d'accord. Donc quand on fait travailler le dentelé antérieur alternativement puis le trapèze inférieur, en fait, on contribue à réaligner, à recentrer la tête humérale. Bon, j'ouvre une parenthèse, mais je crois que je vais vous embrouiller là. Je ne sais pas si M. Perron vous en a parlé en cinésiologie. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu viens tester le trapèze inférieur, c'est aussi à 130 degrés et tu es vers le haut. C'est ça. Oui, mais pour moi, pour le trapèze inférieur, c'était une histoire de petit pectoral à étirer pour éviter qu'il compense le mouvement. Non, alors, donc déjà, pour tout ce qui est muscle qui fixe la scapula, si vous reprenez la base, à chaque fois, vous placez l'humérus dans l'axe des fibres, dans le prolongement dans l'axe des fibres musculaires. Le trapèze moyen, les fibres sont horizontales, l'humérus, il est aussi dans le prolongement. Trapèze inférieur, en fait, les fibres sont obliques vers le bas et le dedans, et l'humérus, en fait, est dans le même axe des fibres du trapèze inférieur. Trapèze. D'accord. Et le dentelé antérieur, lui, il a des fibres, il a un petit peu, il a plusieurs orientations de fibres. Donc, a priori, les deux seraient possibles. Ou à flexion à 90 ou à 130. Mais dans les dernières éditions, c'est plutôt recommandé à 130. Donc, dans l'axe de certaines fibres du dentelé antérieur. OK. Vous avez d'autres remarques par rapport à ça? Et aussi l'histoire de la sonnette latérale, en fait, la sonnette latérale qui est aussi engagée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour les rhomboïdes. Quand on place la main du patient dans son dos, la consigne, enfin ce qu'on essaie de faire, c'est de d'éloigner le bras du tronc du patient pour pas qu'il compense en prenant appui, c'est pour ça qu'on lui demande de décoller sa main. Et en même temps, la consigne est un complexe sans s'arrêter là, il faut lui demander de rapprocher ce scapula de façon à faire une abduction, c'est ça? Je comprends pas trop pourquoi, avec les rhomboïdes, on demande de décoller la main du dos. Qu'est-ce que ça provoque au niveau de la Alors, qui peut répondre à sa question? On va faire comme tout à l'heure pour le dentelé antérieur. Qui peut répondre à sa question? Je veux bien essayer aussi. Allez, Charlie, c'est notre assistant du jour. Alors, j'ai nommé assistant, je ne l'ai pas dit, mais bon, voilà. Bon, c'est que le MFM, on testait que dans une seule composante. Les muscles, on faisait en sorte de les tester que dans une seule composante. Donc, du coup, tu vas mettre le rhomboïde dans une position de, je vais dire facilitation, pour venir le tester dans sa capacité d'extension pure. Donc, tu vas déjà le mettre en abduction pour démarrer la sonnette, et tu vas juste tester l'extension. Je reprends là. Non, je reprends. Là. Bon. Donc, en fait, alors, c'est des trucs faux. Alors, en fait, les rhomboïdes, leurs actions, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les rhomboïdes, au niveau de la scapula? La déduction de la scapula, de la sonnette médiale et de l'élévation. Voilà. Bon, donc il est très proche, en fait, de l'élévateur de la scapula.
C'est les mêmes actions, en fait. Donc, pour le tester un peu plus spécifiquement, on va aller sur ces actions qui lui sont, on va dire, un peu plus principales. Donc, ces actions qui sont un peu plus ciblées pour les rhomboïdes, c'est surtout la sonnette médiale et l'adduction. D'accord, le trapèze inférieur, on l'a vu en sonnette latérale, abaissement et adduction. Donc, pour le trapèze inférieur, on place la scapula en sonnette latérale avec la position du membre supérieur et on demande au patient de réaliser une adduction, abaissement de la scapula. Pour les rhomboïdes, en fait, On fait pareil. on s'en fiche de l'élévation, on met ça de Mais on côté. fait Et on sonnette va latérale. le tester voilà, en tant qu'adducteur et sonnette latérale. D'accord? Bon, mais pour les muscles qui fixent la scapula, vous vous souvenez que pour la cotation 3, on leur demande en fait de bouger la scapula avec au bout comme poids le membre supérieur. Donc, si vous voulez que les rhomboïdes supportent le membre supérieur, ben, il faut qu'ils décollent automatiquement la main de la fesse. D'accord? Mais le mouvement que vous lui demandez au patient, c'est une adduction sonnette médiale. Et vous imaginez que si, prenez l'exemple que l'épaule est arthrodésée, par exemple, il n'y a pas de mouvement dans la scapulo-humérale, ben, si la scapula fait une adduction sonnette médiale, ben, la main, en fait, elle va vers la fesse opposée. D'accord? Mais si vous dites au patient, amenez la main vers la fesse opposée, il va vous faire une extension, adduction. Et là, on est sur le grand dorsal, le grand rond et compagnie. C'est comme pour le trapèze moyen, l'abduction horizontale et l'adduction de la scapula. Là, c'est pareil, on a de l'extension, adduction de la scapulo-humérale et la sonnette médiale, adduction de la scapula. Et il faut dissocier les deux. Donc, il faut toujours vous dire, plutôt de dire, le patient doit amener sa fesse vers la fesse opposée. Non, c'est qu'est-ce que je veux comme mouvement? Moi, je veux que mon patient fasse avec sa scapula, avec ses rhomboïdes, pardon, je veux que mon patient fasse avec ses rhomboïdes une sonnette médiale, adduction de sa scapula. D'accord? Mais donc du coup, enlever la main du dos, ça suffit? Il n'y a pas besoin de décoller aussi le coude du dos? Décoller le coude du doigt, je ne comprends pas trop. Ben, en fait, vous imaginez le patient à la main et à la main dans le bas du dos, en fait, d'accord, et il doit faire une adduction de sa scapula avec une sonnette médiale, sans faire de mouvement de la scapulo-humérale. Ce qui n'est pas évident, hein, ceci dit. Hein. C'est pour ça qu'en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut emmener le patient avec sa scapula en sonnette médiale adduction et on lui demande de tenir, comme pour le trapèze inférieur, pour tous les muscles de sa scapula. Je comprends hein, que ce soit un peu fastidieux dans la compréhension. Hein. C'est pas simple. Il faut que vous imaginer que vous avez bien fait la synésio du membre de l'épaule avec le parent. Tout ça, c'est lié. Tout ça, ça bouge en même temps. Et là, en EMFM, on est tout sauf fonctionnel. On essaie de découper le patient muscle par muscle, qui est, ceci dit, anti-physiologique, anti-fonctionnel. Mais voilà, le patient n'arrive pas à faire tel geste. Qu'est-ce qui pose problème? Il faut savoir, par exemple, alors je reviens avec les problèmes de recentrage de la tête humérale. Si par exemple vous avez un dentelé antérieur qui est déficitaire, un trapèze inférieur qui est déficitaire, ben, la conséquence, vous avez un problème de centrage de la tête humérale avec du coup un conflit sous-acromial, etc., etc. D'accord? Hein, donc l'idée c'est ça, il y a une pathologie quelconque, quelle est la cause de ces troubles fonctionnels, et c'est là que vous allez décortiquer le patient. Et tous les muscles qui fixent la scapula, il faut être capable de les décortiquer comme ça. Vous voyez, là je sors la neurologie périphérique pour le coup, j'aborde la question de la rhumato. Et on a des surprises des fois hein, entre ces muscles, on a tendance un petit peu à les oublier, mais ils sont très importants. Si la scapula n'est pas fixée, si elle a un déséquilibre musculaire et du coup elle est mal orientée, eh ben, la tête humérale, il peut y avoir des problèmes de recentrage de la tête humérale avec des conflits. Bon, je sors un petit peu de la carte. Mais ce que je comprends pas, c'est que décoller la main du dos, pour moi, ça fait simplement une rotation médiale de la gléno-humérale. Ah, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Là, il faudrait voir en pratique, c'est compliqué de vous expliquer ça. Comment vous dire
Vous imaginez que l'humérus est arthrodésé à la scapula, qu'il n'y a pas d'articulation scapulo-humérale. D'accord? Vous imaginez ça? Bon, si votre scapula fait une adduction sonnette médiale, la main, elle va automatiquement bouger. C'est Léa qui parlait, c'est ça? C'est Mathilde. Il y a Léa Rodose, et après je vois plus. Tu peux pas mettre. Et Léa Morel. Ah c'est Mathilde. Vous pouvez pas mettre votre caméra? Alors. Ils sont couchés, tu peux pas mettre leur caméra. Moi, je vois parce que j'ai un grand écran. Je sais que je capte. Je sais que vous êtes trois. Ah, ça y est, elles arrivent. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Léa? C'était Mathilde, c'est qui a posé la question? Moi. Mais du coup, pas vraiment. Enfin, j'ai toujours pas compris en tout cas parce que ouais, vraiment pour moi de juste décoller la main du dos, ça fait seulement gléno-huméral. Après, est-ce que s'il y a déjà une adduction et Non, il faut pas décoller la main du dos. Il faut que la main soit décollée et qu'elle aille vers la fesse opposée. Vous avez raison. Si c'est simplement décoller la main du dos, vous avez raison. C'est la rotation médiale. La main est décollée et on va vers la fesse opposée. Ah oui, d'accord, ok. D'accord? Ouais, ok. Merci. Là, ouais, non, mais comme quoi c'est bien de bien préciser les choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? h. Ça fait pas que 10 minutes quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une petite question, mais anatomie. Je sais pas si j'ai le droit de la poser. Ah, je sais pas. Hein. Si, allez-y. Valentin, elle va répondre. Non, mais allez-y. Sur le deltoïde, sur ses terminaisons distales, il parle dans le Dufour d'un terme que j'ai pas compris, c'est le SIML. Et je sais C'est pas le septum intermusculaire, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai été un peu regardé sur Internet et j'ai pas vraiment compris, c'est par un endroit de l'os les septums intermusculaires. Alors, écoutez, là, c'est une bonne question. La réponse est dans le terme. C'est entre les muscles. Vous avez des fascias qui séparent les muscles, les différentes loges musculaires, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, pourquoi dans le Dufour, il le précise à ce moment-là et on n'en a jamais parlé avant parce que je crois que c'est pas le seul à avoir des... Enfin, j'ai pas bien compris ce que c'était. En anatomie, vous parlez des TD d'anatomie ou des cours magistraux? J'ai regardé ça dans du cours en révisant mon anatomie. Parce que donc, en TD d'anatomie, si on veut axer sur la palpation et sur le descriptif sur les squelettes, c'est vrai que des fois, on ne va peut-être pas tout dans les détails. C'est après à vous à regarder de votre côté. Après, les muscles, de toute manière, la plupart du temps, ils s'insèrent. Il y a souvent, ça déborde sur tout ce qui est fascia et septum. Donc, comment? Je disais que j'allais rester au rez-de-chaussée et j'allais pas chez moi. Vous l'aviez. Non, enfin, désolé. Rien, c'est Charlie. En TD, vous disiez qu'au niveau anatomie, on pouvait rester au rez-de-chaussée. Ah, vous avez bien, comme quoi vous avez bien retenu. Non, alors pour les autres, en fait, c'est jusqu'où est l'apprentissage de l'anatomie. Hein, donc on peut rester au niveau rez-de-chaussée, c'est-à-dire retenir 2 insertions proximales et distales et oublier toutes les petites expansions. C'est ça un petit peu la remarque de Charlie. Donc voilà, c'est important d'apprendre toutes les expansions du biceps, par exemple, tout ce qu'il y a comme expansion. Mais le septum, c'est ça, le SIM, c'est septum intermusculaire. Ok, ça marche. Moi, Oui, Manon?
J'ai une question aussi niveau anatomie. Dans le Dufour, il parle de rétropulsion de la scapula et d'antépulsion de la scapula. Mais en même temps, c'est dissocié de la bascule antérieure et de la bascule postérieure parce que parfois, il y a un muscle qui va faire les deux. Donc, c'est le problème du vocabulaire, hein, comme pour... qu'est-ce qu'il y avait comme exemple aussi avec la subtalaire, hein, la pronosupination, la rotation de la subtalaire, puis la trapézométacarpienne, vous verrez, vous allez galérer aussi avec la trapézométacarpienne. Donc, c'est le problème du vocabulaire. Donc, la scapula, on revient à la base. La scapula, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'élévation, abaissement, de l'abduction, abduction, de la sonnette, qui est des fois appelée rotation. D'accord? Donc, sonnette médiale, rotation médiale, c'est la même chose. Et puis, elle fait de la bascule antérieure et bascule postérieure. Et quand la scapula bouge, elle embarque avec elle la clavicule, comme quand la clavicule bouge, elle embarque avec elle la scapula, parce que c'est accroché. Hein. Et tout ça, ça embarque ce qu'on appelle le moignon de l'épaule. Hein. D'accord? Donc, quand je fais comme ça, j'avance mon moignon de l'épaule vers l'avant. Qu'est-ce qui se produit en fait? Quand je fais donc une antépulsion du moignon de l'épaule, il peut se passer plein de choses. Alors, essayez de décortiquer. Là. Faites-le sur vous et qu'est-ce qui peut se passer? Alors, on va rester au niveau de la scapula. Hein. On va oublier, enfin, voilà, on va pas décrire la clavicule, on va rester sur la scapula. Donc, je fais une antépulsion, qu'est-ce qui se passe au niveau de la scapula? Faites-le sur vous. Elle bascule vers l'avant. Alors, elle peut effectivement faire une bascule antérieure. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Une abduction? Une abduction. Voilà. D'accord? Donc, quand on parle de ces mouvements d'antépulsion, etc., il faut toujours revenir à la base. Mais la scapula, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait une bascule antérieure? Ça, peut-être le petit pectoral, peut-être le coracobrachial et le crobiceps aussi, pourquoi pas. L'abduction, ça va être le dentelé antérieur. D'accord? Donc, revenez toujours, voilà. Quel est le mouvement initial qui entraîne ce mouvement d'antépulsion? D'accord? Ça va, Manon? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est juste qu'il précise rétropulsion de la scapula et antépulsion de la scapula et pas du moignon. Du coup, c'est ça qui me perturbe. Ah, d'accord. Alors, rétropulsion de la scapula, ça peut être quoi? Ça peut être que de l'abduction, en fait. Hein? Ah, d'accord. Ok. Et ça, c'est le problème du vocabulaire, et c'est pour ça qu'il faut, dans les bouquins, c'est vrai qu'il faut, il pourrait être un peu plus rigoureux, si on veut, mais après, vous, voilà, il faut bien reprendre, ne vous noyez pas dans ces différents termes. Ok. Antépulsion et propulsion. En jeudi, Charlie, vous préparez un topo sur les septums intermusculaires. Non. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Ah non? Non. C'est Léa? Oui. Oui. J'avais vu que vous aviez essayé de parler, mais il y avait le micro coupé. Donc on n'a pas... Allez Léa, on vous écoute. Pardon. Est-ce que vous faites la différence entre antépulsion et propulsion? Alors, antépulsion du maillon de l'épaule, propulsion en général. Quand on dit propulsion, c'est le dentelé antérieur. D'accord? C'est vraiment le geste de pousser. Vous avez la voiture en panne, vous poussez en fait. La propulsion. D'accord? Mais en fait, quand on fait de la propulsion, c'est de l'antépulsion du maillon de l'épaule. Donc ça veut dire, si je reviens à l'antépulsion du maillon de l'épaule, ça peut être donc la bascule antérieure, le tilt antérieur, c'est pareil. Ça peut être de l'abduction, mais c'est aussi de la propulsion. Mais c'est vrai que quand vous dites propulsion, vous dites à un kiné, propulsion, tac, il pense dentelé antérieur tout de suite, avec le mouvement de pousser en avant. L'antépulsion, ce serait juste ça, du coup. L'antépulsion, le moyen de l'épaule, en fait, il part vers l'avant. Donc quand le moyen de l'épaule part vers l'avant, vous avez la scapula qui bouge en abduction, voire en bascule antérieure, et vous avez la clavicule, donc la sternocostoclaviculaire qui bouge, et l'acromioclaviculaire. Vous avez tout ce jeu articulaire qui est en mouvement. En fait, ça va avec le mouvement. D'accord? Voilà.
Donc en fait, si vous voulez, ça revient un petit peu au même. Mais quand, en général, propulsion, c'est lié au dentelé antérieur. Donc c'est vraiment ce mouvement de pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on voit pas trop ce mouvement-là. Si, c'est bon, merci. Mais vous avez raison, hein, c'est important de poser ce type de questions parce que voilà, c'est Ce que je voulais ajouter dans le dentelé antérieur, c'est qu'à un moment donné, on parlait du muscle du boxeur. C'est-à-dire que typiquement, quand il frappe en avant, vous avez aussi tout ce mouvement du membre supérieur qui amène aussi tout le moyen de l'épaule en avant. Donc il y a aussi probablement dans la propulsion la notion de vitesse qu'on n'a peut-être pas forcément dans l'expulsion du moyen de l'épaule. Vous avez d'autres questions? On sait bien, hein, ces questions, c'est très bien. Tout ce que vous posez comme question, ça nous permet nous aussi d'être au clair avec tout ça et surtout de se rendre compte après des difficultés que vous pouvez rencontrer justement à travers ce type de vocabulaire, etc. Moi, j'ai une question encore. Est-ce que quand on fait de l'adduction et de l'abduction horizontale, on a besoin de bloquer les mouvements de la scapula ou on n'agit pas, enfin, on n'essaye pas de limiter en tout cas la scapula? Ben là, je vous retourne la question, Mathilde. Si vous faites donc, si la scapula humérale bouge, il faut que la scapula soit fixée avec des muscles forts. Si vous dites, je veux faire de l'adduction horizontale dans la scapulo-humérale, la réponse c'est qu'est-ce que je fais avec la scapula? Est-ce que je la bloque? Est-ce que je la maintiens? Est-ce que je l'empêche de bouger? Ou est-ce que c'est pas grave si elle bouge? Vous avez la réponse là. D'un côté, on n'a pas le choix qu'elle bouge, mais dans ce cas, on ne serait pas que dans la scapulo-humérale. Ben voilà. Si vous dites, je fais de l'adduction horizontale ou de l'abduction horizontale dans la scapulo-humérale, ben la scapula, elle ne doit pas bouger. La scapula, elle doit être maintenue. C'est un petit peu comme au niveau de la hanche avec le bassin. D'accord? Si je suis debout sur le côté et je lève le pied sur le côté, si je laisse aller le mouvement, je fais de l'abduction dans la coxo-fémorale et l'élévation homolatérale du bassin. Et je veux dissocier les deux. Pour la scapulo-thoracique, c'est pareil. Si je veux dissocier dans la vraie vie, il y a tout qui bouge en même temps, le rythme, ce qu'on appelle le rythme scapulo-huméral. C'est bien ça. Le rythme scapulo-huméral, tout bouge en même temps. Et là, si on veut dissocier les deux, hein, si on veut vraiment isoler la scapulo-humérale de la scapulo-thoracique, il faut maintenir la scapula pour avoir que la scapulo-thoracique, scapulo-humérale, pardon. Je fasse de lapsus. Mais donc dans ce cas, on s'arrête forcément avant l'amplitude totale. C'est pas possible du coup de faire les 130 degrés par exemple en adduction horizontale sans mouvement de la scapula, donc on s'arrêterait peut-être à 70, non? Enfin, si vous me dites, je fais de l'adduction horizontale, si je fais de l'adduction de la scapulo-humérale, ou est-ce que je fais de l'adduction horizontale associée à de l'abduction de la scapula? Ou est-ce que je fais de l'abduction horizontale de la scapulo-humérale associée à de l'adduction de la scapulo-thoracique? Ça dépend de ce que vous faites. Hein. Mathilde, non? Bah oui, mais en MFM, on est dans quel cas du coup? Ah, alors le MFM. Alors, vous parlez de quoi en MFM? De quel test? Bah, par exemple, le grand pectoral, donc l'adduction horizontale. Et, oui. Bah, donc, est-ce que du coup, on essaye de limiter l'action de la scapula? Alors, je vous retourne la question. Réfléchissez. Qu'est-ce que fait-on en EMFM? Qu'est-ce qu'on essaye de faire en EMFM? Bah, d'évaluer la force musculaire. Oui, non, c'est d'accord, mais concrètement, comment on procède? Séparez bien la fonction, globalement, la fonction qui inclut souvent plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires, et l'approche analytique. Ouais, dans l'approche analytique, on va essayer de cibler le grand pectoral. Le grand pectoral, il est aussi rotateur médial, mais dans l'adduction horizontale, c'est quand même plutôt lui qui est muscle principal. Donc, dans l'adduction horizontale, si je pars en abduction couché sur la table à 80 degrés et que je ramène
le bras à la verticale. Hein. Si je suis couché, je suis que dans la scapulo-humérale. D'accord? J'essaie de dissocier les deux. Parce que sinon, je ne sais pas, par exemple, si quand le patient réalise le mouvement d'adduction qui rapproche son humérus de son tronc, et s'il fait ça en s'aidant des muscles de la scapulo-thoracique, bah, du coup, je ne sais plus trop qui fait quoi. Donc j'essaie de dissocier les deux. Ok. On est d'accord que c'est analytique et que ce n'est pas fonctionnel. Donc l'amplitude permise, c'est à peu près du coup seulement 90 degrés, quoi. On s'arrête. On s'arrête en général, oui, c'est ça, on s'arrête là. Ok. Et si on veut toute l'amplitude, bah, à ce moment-là, si on veut plus d'amplitude, on sait qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et la pesanteur en plus va aider la chute du bras. Seulement décubitus. D'accord, merci. On va arrêter alors, peut-être, ouais. On va arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions? Non, ça va? Bon, écoutez, j'espère que qu'on vous a éclairé, qu'on ne vous a pas embrouillé. Après, s'il y a d'autres questions, hein, on n'est pas en présentiel, mais vous pouvez nous envoyer des questions par mail ou à vos enseignants, évidemment. Hein. Vous aurez d'autres approches, d'autres tutorats. Alors après, chaque enseignant a son approche pédagogique, hein, ce qui est normal. Donc, à vous aussi, après, de croiser ces différents éléments. Il y a rarement des contradictions. Hein, c'est souvent des autres manières d'apporter tous ces éléments-là. Vous croisez tout ça hein, et ça vous aide aussi à comprendre et à avancer dans votre apprentissage. Hein. Bon, ben, pas d'autres questions? Ah, si, moi j'aurais une dernière question. Une dernière question, maintenant. Toujours pour les rhomboïdes, dans la cotation 2, on observe, on attribue la cotation 2 si le patient réalise une partie de l'amplitude ou toute l'amplitude. Alors, retenez pour tous les muscles qui fixent la scapula, la cotation 3, c'est le mouvement se fait dans toute l'amplitude avec le poids du membre, et la cotation 2, c'est sans le poids du membre. Mais comme il y a tellement peu d'amplitude, c'est difficile de faire, de parler d'amplitude. C'est la différence, c'est ça. C'est soit il supporte le poids du membre, soit le kiné délaisse le patient du poids du membre. D'accord. Du poids de son membre. D'accord. Parce que dans le Daniel, du coup, c'était une partie seulement d'amplitude. Mais c'est plus clair comme ça. Ok. Pour les rhomboïdes? Oui. En fait, ce qui se passe en pratique, si vous voulez, la difficulté aussi en pratique, c'est que quand le muscle, vous voyez qu'il y a très peu d'amplitude pour les rhomboïdes. Donc en pratique, comment on fait? C'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous amenez le muscle en course interne, d'accord, et vous demandez au patient de tenir, d'accord. S'il tient avec le poids du membre, il est à 3, et s'il tient sans le poids du membre, il est à 2. D'accord. Parce que c'est ça, en pratique, c'est des muscles, il y a très peu d'amplitude, donc c'est pas toujours facile de se dire est-ce qu'il y a toute l'amplitude vraiment ou est-ce qu'il manque un petit peu. C'est pour ça que les plus et les moins on oublie, et que la grosse différence c'est ça. 3, le patient supporte le poids du membre, et 2, il ne supporte pas le poids du membre. D'accord, ok. Très bien, merci. Voilà, Jacques Martix qui s'est déconnecté déjà, plus de 26 connexions. Hein. Ah oui. Ok, bon, bah, si vous